Et merci beaucoup et merci à tous et à toutes de vous être déplacés ce soir pour venir entendre parler d'un sujet qui vous apparaîtra peut-être au premier abord comme un peu ésotérique. Mais vous voyez sur ce premier transparent, j'ai voulu vous montrer, alors pour ceux qui connaissent la région, j'imagine que c'est la plupart d'entre vous, vous voyez ici le Capo Rosso, qui est près de Piana. Et ce n'est pas un hasard si j'ai mis ce paysage sur ce premier slide. C'est parce qu'en fait, vous voyez que ce paysage, comme tous les paysages en Corse, sont des paysages colorés. Ici, vous avez des roches rouges, ici, vous avez des plantes vertes, ici, vous avez la mer bleue. Et que vous le croyez ou non, mais j'espère que dans quelques minutes, vous le croirez plus, pour comprendre pourquoi cette roche est rouge et pourquoi cette plante est verte, il faut comprendre la physique quantique. C'est vrai. Vous allez voir. Et donc j'ai voulu vous montrer par ce premier slide que la physique quantique, ce n'est pas une science ésotérique qui ne concerne que quelques applications technologiques de pointe, mais c'est quelque chose qui est véritablement présent dans votre environnement. C'est la physique quantique près de chez vous, si vous voulez, pour comprendre beaucoup des propriétés qui sont les plus apparentes de notre environnement naturel. Alors bien sûr, il n'y a pas que la couleur des roches que la mécanique quantique permet de comprendre, mais comme l'a signalé Louis, il y a également toutes sortes d'objets techniques qui sont des objets techniques de notre vie quotidienne que la physique quantique permet. Mais tous ces objets techniques, en fait, découlent de découvertes tout à fait fondamentales qui ont eu lieu il y a une centaine d'années maintenant, au moment où la mécanique quantique a été élaborée dans les années 20 en Europe. Alors vous voyez quelques-uns de ces objets techniques ici. Vous reconnaîtrez l'évolution au cours du temps des téléphones portables, depuis les premiers GSM jusqu'à vos smartphones. Vos smartphones sont pleins de physique quantique. Vous voyez ici des panneaux photovoltaïques. Pour comprendre comment ces objets fonctionnent, il faut faire de la physique quantique. Louis a parlé de transistors. Il y en a ici. Ici, c'est voilà, tout ça, ce sont des transistors. Et je pense qu'il est inutile de rappeler à quel point le transistor a constitué une révolution technologique absolument radicale juste après la Seconde Guerre mondiale. Et puis ici, vous voyez un laser. Et tous ces objets, pour les élaborer, pour même en concevoir le principe, il faut avoir compris la nature du monde quantique. Alors, on va descendre dans la structure intime de la roche de Capo Rosso, en se demandant si je regarde un petit grain de roche ou un petit grain de sable de la plage de Cargès, qu'est-ce qu'il y a dans un petit grain de sable ? Eh bien, dans un petit grain de sable, il y a des atomes. Et combien y a-t-il d'atomes dans un petit grain de sable, disons d'1 millimètre cube ? Eh bien, en réalité, il y en a autant qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Donc, dans un tout petit échantillon, 1 millimètre par 1 millimètre par 1 millimètre, comme la distance entre ces atomes est très très petite, elle est de l'ordre de 1 dixième de millionième de millimètre, 10 puissance moins 7 millimètres, ça veut dire qu'il y a environ 1000 milliards d'atomes dans ce petit grain. Et ces atomes s'organisent entre eux d'une manière bien spécifique. Vous voyez ici cette petite animation. Chacun des cercles jaunes, des sphères jaunes est censé représenter un atome. Ce n'est pas évidemment une vraie visualisation, hein, c'est un dessin d'artiste, si on peut dire. Et vous voyez que ces atomes, dans cet exemple, s'organisent d'une manière bien précise. Ils sont au nœud d'un cube, et puis il y en a un au milieu du cube, etc., etc. Mais enfin, à l'échelle de l'atome, si on descendait même un tout petit peu en dessous de l'échelle atomique, qu'est-ce qu'on verrait ? Eh bien, on verrait quelque chose comme ça.
on verrait un noyau atomique, dont je ne vais pas parler dans la suite de cet exposé principalement, et puis des électrons qui se promènent autour de cet atome. Donc un atome, c'est un noyau qui est tout petit, 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 et des électrons qui orbitent autour de cet atome. Alors, comme je vous l'ai montré schématisé dans le transparent précédent, ces atomes forment une certaine architecture. Et en fait, c'est cette architecture qui va contrôler les propriétés des matériaux à notre échelle. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Prenons l'atome de carbone. Donc, c'est celui que je viens de vous montrer. Donc, cet atome de carbone, c'est un noyau avec 6 électrons qui orbitent autour du noyau. C'est un des atomes les plus simples qui est présent dans notre environnement. Quand vous brûlez du bois, il vous reste essentiellement des atomes de carbone. Et ici, ce sont deux matériaux que vous connaissez bien, le diamant et le graphite. Donc, le diamant, tout le monde connaît. Le graphite, c'est ce qui constitue les mines de vos crayons à papier. Et au moins en première approximation, si ces matériaux sont très purs, les seuls constituants de ces deux matériaux, ce sont des atomes de carbone. Or, vous voyez bien que ces deux matériaux ont des propriétés complètement différentes. Le diamant est transparent, il est très dur, c'est un isolant électrique, il conduit très très mal l'électricité, conduit très très bien la chaleur, c'est en fait un des meilleurs conducteurs thermiques qu'on connaisse. Le graphite, lui, n'est pas très dur, il est friable, on casse facilement son crayon. Il est essentiellement noir, mais avec quand même quelques petits reflets un peu métalliques, comme vous voyez. Il s'agit donc de matériaux qui ont des propriétés complètement différentes et qui vont avoir des applications complètement différentes. Néanmoins, la seule chose qui distingue ces deux matériaux, c'est l'architecture des atomes à l'échelle microscopique. Vous voyez qu'ici, les atomes sont organisés d'une certaine manière, bien précise. On appelle ça le réseau diamant, pour cette même raison. Alors qu'ici, les atomes de carbone s'organisent en de grands feuillets bidimensionnels qui ressemblent à des réseaux en nid d'abeilles. Vous voyez, ces réseaux en nid d'abeilles, et au nœud de chacun de ces hexagones, il y a un atome de carbone. Et c'est vraiment la seule chose qui distingue ces deux matériaux à l'échelle microscopique. Et vous voyez comment une différence d'architecture, même à composition chimique égale, à l'échelle microscopique, produit à notre échelle des propriétés complètement différentes. Alors, ce ne sont pas les seules formes organisées du carbone qui existent dans la nature, il y en a bien d'autres. En voilà un certain nombre. Donc, j'ai déjà parlé du diamant et du graphite. Il y a une forme très rare, cristalline, du carbone qui ne se trouve que dans les météorites, qui s'appelle la lansdaleite. Mais il y a d'autres formes organisées du carbone. Par exemple, on peut avoir des cristaux qui sont formés de ces ballons de football qui contiennent 60 atomes de carbone organisés en pentagones et hexagones qui s'emboîtent entre eux pour former une magnifique sphère comme ça. En fait, l'existence de ces architectures du carbone a d'abord été détectée dans le milieu interstellaire et ensuite seulement synthétisée au laboratoire. Vous pouvez aussi penser à ces architectures comme un feuillet en nid d'abeille, enroulé sur lui-même. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai pour le ballon de football, parce qu'il faut également des pentagones, mais c'est vrai pour cette autre architecture ici, qui sont des tout petits tubes extrêmement fins, obtenus en repliant un feuillet de graphite sur lui-même, cette dimension étant ici de l'ordre d'un milliardième de mètre ou d'un millionième de millimètre, mais ces tubes peuvent être très très longs. Donc vous voyez qu'il existe dans la nature, même avec un seul constituant chimique, l'atome de carbone, toutes sortes d'architectures différentes, et toutes ces architectures vont avoir des propriétés profondément différentes. Un des derniers terrains de jeu des physiciens et des chimistes dans ce domaine, qui a donné lieu à un domaine émergent de notre domaine de recherche, qu'on appelle la twistronique, c'est la possibilité de prendre deux feuillets de carbone en nid d'abeille de ce type et de les tourner l'un par l'autre par un tout petit angle. Alors quand on fait ça, on obtient ce très joli motif où vous voyez il y a des sortes de motifs interférentiels où on voit des
des îlots séparés par des régions où les deux feuillets se recouvrent moins bien. Et c'est un petit peu comme comme quand vous avez un rideau suspendu devant une fenêtre avec une trame, vous voyez aussi ces motifs qu'on appelle les motifs de moiré. Et pour cette raison, ces matériaux sont appelés les matériaux de moiré. Et la twistronique, ça veut simplement dire qu'on twiste, ou on met un petit angle entre les deux feuillets. Et ces matériaux sont très contrôlables, on peut contrôler cet angle et changer les propriétés de ces bicouches de graphène. On peut changer leurs propriétés simplement en changeant cet angle. Donc vous voyez comment, en changeant l'architecture à l'échelle atomique d'un matériau, on peut changer complètement les propriétés physiques de ces matériaux à notre échelle. Alors, notre domaine de recherche, qui est aussi bien celui de Louis que le mien, bien que l'un étant expérimentateur et l'autre théoricien, on s'occupe des mêmes objets, c'est un domaine qui essaie de partir de l'échelle atomique, donc de comment ces matériaux sont constitués d'atomes, comment ces atomes s'organisent, pour essayer de comprendre quelles sont les propriétés qui résultent de cette organisation à notre échelle. Donc il s'agit de comprendre les propriétés physiques des formes organisées de la matière. Et ça, c'est un défi absolument énorme, puisqu'il faut couvrir, pour faire ça, d'énormes échelles de grandeur. Hein. La taille d'un atome, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un dixième de milliardième de mètre, donc c'est tout petit, petit, petit. Et à notre échelle, on voit les choses alors, sur des échelles de l'ordre du millimètre. Donc vous voyez qu'il y a 7 ordres de grandeur qu'il faut couvrir pour comprendre ce phénomène. Et si je parle de nombre d'atomes, c'est encore pire, puisqu'on parle de l'atome et on veut comprendre les propriétés de 1 milliard de milliards, 1000 milliards de milliards d'atomes dans un petit grain de sable. La même chose est vraie pour les énergies mises en jeu. Les énergies qui sont mises en jeu à l'échelle atomique sont énormes. Si on les convertissait en température, l'énergie de liaison d'un électron dans un atome, elle est de l'ordre de 100 000 degrés. Donc c'est une énergie énorme, c'est une chaleur énorme, alors qu'évidemment, à notre échelle, la température caractéristique, c'est les 30 degrés qui sont dehors. Donc il faut aussi couvrir toute cette gamme d'échelles d'énergie pour arriver à faire ce lien entre la matière à l'échelle atomique et les formes organisées de la matière à grande échelle. La manière dont on voit la nature à notre échelle est bien différente de la manière dont les électrons voient le monde à leur échelle. Et c'est ça la physique quantique. C'est le fait que si je descends à l'échelle de l'atome, si je regarde comment les électrons fonctionnent quand ils orbitent autour de leur noyau, eh bien, les lois du mouvement, les lois de ce comportement sont complètement différentes de celles de notre intuition courante. Les premiers modèles qui ont été élaborés au début du XXe siècle voyaient l'atome comme une sorte de système planétaire. C'est-à-dire qu'on avait au centre un noyau et puis des électrons qui tournaient autour sur des orbites bien définies, un petit peu comme des planètes, évidemment des toutes petites planètes, qui tourneraient autour du Soleil selon des orbites bien définies. Et cette vision, en fait, elle est tout à fait inexacte. Ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne la matière à l'échelle de l'atome. Et la raison pour laquelle ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, c'est parce qu'en physique quantique, à l'échelle de l'atome, la physique quantique, c'est simplement la manière dont fonctionne la nature, la physique, à l'échelle atomique. Et à l'échelle atomique, on ne peut pas vraiment parler de particules qui tournent sur des orbites bien déterminées. Chaque particule est aussi une onde. Alors, je vais illustrer ça par une petite animation que vous pouvez trouver sur Internet, et qui est la suivante. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-particule. Et on imagine dans cette animation, si elle veut bien se déclencher, l'expérience suivante. On a ici une source de particules qui sont envoyées sur 2 fentes, vous voyez cet écran avec 2 fentes, et qui vont se déposer sur un écran.
Alors on commence par faire ça avec des grosses particules, des particules qui n'obéissent pas à la mécanique classique, et ces particules arrivent n'importe où sur l'écran. On fait ça ensuite avec une onde. Par exemple, vous envoyez une onde lumineuse. Alors ça, c'est un phénomène que certains d'entre vous, je pense, connaissent bien. Quand on envoie une onde sur deux fentes, ce qu'on observe ici, ce sont des bandes lumineuses et des bandes sombres. C'est ce qu'on appelle des interférences. Et maintenant, on fait ça avec des toutes petites particules, des électrons par exemple. Et vous voyez que cette animation, elle suggère que ces électrons se comportent à la fois comme des particules et des ondes. Ici, c'est une onde. Ici, tout à coup, la particule se focalise sur l'écran, donc elle a bien un impact. Mais si on répète cette expérience de très nombreuses fois, eh bien finalement, il apparaît des motifs d'interférence, comme si ces particules se comportaient comme une onde. Donc en physique quantique, on ne peut pas dire que cette particule suit cette trajectoire. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a une certaine probabilité d'être là, de la même manière qu'une onde est un peu partout dans l'espace. Donc les particules sont à la fois des particules et des ondes. Les électrons sont à la fois des particules et des ondes. Alors pourquoi ça veut dire que ce que je montrais précédemment, c'est-à-dire le modèle planétaire de l'atome n'est pas exact, eh bien on ne peut pas parler de trajectoire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les électrons vivent dans certains nuages de probabilité qui sont représentés ici. Donc ça, c'est une sorte de nuage qui est autour du noyau, qui est ici au centre. Et on peut dire que l'électron a une probabilité égale d'être n'importe où dans ce nuage. Et puis quand on va vers des niveaux d'excitation de plus en plus grands de ces atomes, la forme de ce nuage change. Donc ici, vous voyez, c'est une sphère. Ici, c'est une sorte de haricot avec deux lobes. Ici, ce serait une forme avec 4 lobes, etc., etc., au fur et à mesure qu'on monte dans des états d'énergie de plus en plus excités de ces atomes. Donc il n'y a pas de trajectoire. Il y a simplement une sorte de nuage dans lequel on peut situer l'électron avec une certaine probabilité. Alors ça implique aussi que ces états, qui correspondent à ces différents nuages, sont des états stables des électrons autour de l'atome. Une des grandes questions qui a conduit à la naissance de la mécanique quantique était la suivante. Si vraiment je peux me représenter un atome comme un électron tournant autour du noyau, un électron, ça a une charge électrique, d'où son nom. Et donc, quand il tourne autour du noyau, il devrait rayonner de l'énergie. Parce que quand on fait tourner une charge électrique sur une trajectoire, il rayonne de l'énergie, donc il en perd. Et donc, on devrait, au bout d'un certain temps, voir cet électron s'effondrer sur le noyau. Ça, c'est très embêtant pour la stabilité de notre monde matériel. Si les atomes s'effondraient sur eux-mêmes en un temps qui, vous l'imaginez, est très court, tel que prédit par la mécanique classique, la stabilité de toute la matière serait compromise. La mécanique quantique fournit, sinon une explication, parce que personne ne comprend vraiment la mécanique quantique. Personne ne la comprend. En revanche, c'est une science très précise qui permet de faire des prédictions très précises sur la matière, qui peut être vérifiée expérimentalement, mais le fonctionnement de la matière à l'échelle de l'atome, le fonctionnement quantique, est tellement contre-intuitif qu'on ne peut pas dire qu'on le comprend avec notre intuition. Si je vous ai dit qu'une particule est à la fois une particule et une onde, vous n'allez pas me dire que vous avez vraiment compris ça. Je ne suis pas sûr que personne puisse vraiment comprendre ça. Et il y a d'autres propriétés encore plus bizarres de la mécanique quantique, je ne parlerai pas de toutes aujourd'hui, qui sont encore plus contre-intuitives. En revanche, c'est une science très précise. On peut faire des prédictions, vous en verrez quelques-unes dans la suite, qui sont extrêmement précises. Donc, je reviens à le fonctionnement d'un atome. Seuls certains de ces nuages atomiques, électroniques autour du noyau, donnent des trajectoires stables à ces atomes, qui ne font que l'électron ne s'écroule pas, mais peut rester dans ce nuage sur des temps indéfinis. La matière est donc stable,
mais à condition que cet électron vive dans certains états bien définis, certaines orbites électroniques bien définies. Et ceci, c'est quelque chose qu'on vérifie expérimentalement. Si on regarde la manière dont un atome peut émettre de la lumière ou absorber de la lumière, eh bien, et je pense que certains et certaines dans la salle le savent, un atome est caractérisé par un certain nombre de raies d'absorption bien spécifiques qui constituent une sorte de code-barre. Vous voyez ça? C'est comme un code-barre que vous utilisez quand vous allez au supermarché. Et quelqu'un d'un peu entraîné peut vous dire, si le spectre d'émission de lumière de l'atome en question, c'est ce code-barre, alors c'est tel atome. C'est du carbone, alors ici c'est l'hydrogène, ici c'est le fer. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on détecte la composition chimique des étoiles, on enregistre la lumière émise, on observe ces codes-barres et on dit « Ah ben dans cette étoile il y a du fer, dans cette étoile il y a du carbone, etc. etc. » Donc il y a des raies bien spécifiques qui viennent du fait que les électrons vivent dans des orbites bien spécifiques dans lesquelles ils ne s'écroulent pas sur leur noyau. Alors maintenant, j'ai parlé d'un atome. On est encore assez loin des milliards de milliards d'atomes du grain de sable, mais comme les physiciens aiment faire des petits pas, je vais maintenant vous parler de 2 atomes. Vous allez être là très tard ce soir. Hein. Donc prenons 2 atomes, représentés ici, sur ce petit dessin schématique, par ces 2 petites orbites électroniques avec lesquelles vous êtes maintenant familiers. Alors si je regarde la distribution de la charge à partir du centre de l'atome, c'est quelque chose qui décroît comme ça. L'électron a une probabilité plus grande d'être ici que là-bas. C'est un atome d'hydrogène en l'occurrence, et c'est l'état le plus bas en énergie de l'atome d'hydrogène. Maintenant, je prends 2 atomes d'hydrogène et je les mets proches l'un de l'autre, et l'électron va pouvoir maintenant passer d'un atome à l'autre. Et il peut le faire de 2 manières, soit en ayant une probabilité de présence qui va être quelque chose comme ceci, c'est-à-dire où elle va toujours être maximum sur les 2 noyaux, mais elle va aussi être non nulle au centre. C'est ce qu'on appelle une orbitale liante. Ou bien, on va pouvoir avoir une situation dans laquelle l'électron peut être sur l'un des 2 noyaux avec une probabilité 0 d'être au centre. Et ça va conduire au phénomène suivant, qui est que si au départ, j'ai 2 niveaux d'énergie dans lesquels il y a chacun un électron, on va pouvoir abaisser son énergie de ces 2 électrons ensemble en leur permettant de sauter d'un atome à l'autre. Donc c'est ce que représente ce petit schéma. Ici, c'est le niveau d'énergie de l'atome d'hydrogène de gauche, celui-ci de l'atome d'hydrogène de droite. Ces petites flèches représentent un électron dans chacun de ces noyaux. Et quand on leur permet de sauter, eh bien, ça permet d'abaisser l'énergie par mise en commun des électrons. Donc maintenant, ces 2 électrons n'appartiennent plus à leur noyau individuel, mais sont délocalisés sur l'ensemble de ces 2 noyaux. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une molécule. On est passé de 2 atomes d'hydrogène isolés à une molécule d'hydrogène qui est stabilisée par la mise en commun des électrons. Donc on gagne de l'énergie grâce au fait qu'on permet à l'atome d'aller plus loin sur l'atome d'à côté. Alors ça a peut-être une portée philosophique. On peut gagner de l'énergie en mettant en commun certaines choses. En revanche, l'autre orbitale, celle dans laquelle la probabilité d'être au milieu est nulle, elle a une énergie supérieure. C'est ce qu'on appelle l'orbitale antiliante. Et ce principe, c'est le principe de la liaison chimique. La liaison chimique, c'est la mise en commun d'électrons qui va stabiliser que 2 atomes d'hydrogène soient ensemble plutôt que séparés. Donc, on ait formé une molécule d'hydrogène. La liaison chimique, c'est le partage en commun d'électrons. Et ce phénomène, c'est un phénomène qui est essentiellement quantique. Donc, vous voyez comment la mécanique quantique est essentielle à l'ensemble de la chimie, en fait.
Alors maintenant, on va faire un petit peu plus. On va passer de 2 atomes à plusieurs atomes, voire beaucoup d'atomes. Alors je vous ai déjà expliqué, tout au moins j'espère, que quand on avait un atome, on avait des niveaux d'énergie bien déterminés. Chacun de ces niveaux d'énergie correspond à une certaine orbite électronique. Quand on met 2 atomes, on a vu que chacun de ces niveaux devenait 2 niveaux. Ça, c'était celui qui formait la molécule. Ça, c'est un niveau qui est excité. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer si vous mettez n atomes? N pourrait être 1 milliard de milliards. Eh bien, chacun de ces niveaux va donner n niveaux d'énergie qui vont, comme ici, se séparer entre eux. Et il va y avoir maintenant des régions en énergie qui vont être accessibles et des régions en énergie qui découlent du fait qu'ici, il y avait déjà dans l'atome isolé, excusez-moi, un niveau il n'y avait pas de niveau d'énergie ici, ça va rester. Et donc, il va y avoir ici ce qu'on appelle une bande d'énergie permise, une bande d'énergie interdite, où on ne peut pas mettre d'électrons, une autre bande d'énergie permise, une bande d'énergie interdite, etc. Donc maintenant, au lieu d'avoir des niveaux bien déterminés, si vous avez 10 puissance 21 atomes et leurs électrons correspondants, eh bien le spectre d'énergie va avoir ces bandes qu'on appelle les bandes permises et les bandes interdites. Tout ça, ça découle de la mécanique quantique. Ça découle du fait qu'une particule est à la fois une particule et une onde. Une des conséquences de cette organisation en bandes d'énergie, c'est que ça vous permet de comprendre pourquoi certains matériaux sont des isolants électriques et pourquoi certains matériaux sont des métaux. Ce qui, vous l'admettrez, est quelque chose qui fait partie de notre intuition courante. Alors, je vous rappelle ce que c'est que la résistance d'un conducteur. Donc, un petit circuit, ici, dans lequel on a mis une pile. Donc ça, ce serait la pile. Voilà une représentation un peu plus réaliste. D'accord ? On a mis une pile, on a un petit interrupteur, et puis ici, on a notre matériau. En l'occurrence, le matériau, c'est les fils de cuivre, ou c'est la résistance dans cette ampoule. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand je branche la pile, quand je ferme l'interrupteur, il y a un courant qui circule dans ce circuit. Et vous vous souvenez probablement tous et toutes de vos cours d'école primaire où vous avez souffert sur quelque chose qui s'appelle la loi d'Ohm. Alors, je sens que ça rappelle des mauvais souvenirs, peut-être. Mais vous voyez, la loi d'Ohm, elle est tout simplement écrite ici. Alors, j'ai été un peu pervers. Souvent, elle l'exprime comme U égale RI. Alors, moi, je l'ai écrit I égale U sur R. Alors, c'est la même chose. Mais pourquoi? Parce que j'ai voulu indiquer le fait qu'on pousse les électrons. Donc, ça, c'est la différence de potentiel ou la tension fournie par la pile qui va pousser les électrons dans le circuit. Et en retour de cette poussée, les électrons se mettent à circuler avec un certain courant. Et le courant est donné par la poussée divisée par la résistance du matériau, en l'occurrence du filament de la lampe et des fils de cuivre. Alors vous voyez que si la résistance est très grande, le courant est de très faible intensité, on a essentiellement un isolant. Si la résistance est très petite, eh bien le courant va avoir une très grande intensité, on a essentiellement un métal. Alors pourquoi est-ce que je dis que pour comprendre la différence entre métaux et isolants, il faut avoir compris toute cette histoire d'organisation en bande d'énergie. Alors je vous rappelle qu'ici, il s'agit de pousser les électrons, mais on les pousse gentiment. On ne leur donne pas une énorme poussée. On ne peut pas avec une petite pile comme ça. Donc c'est une toute petite poussée. Donc il faut que les électrons veuillent bien circuler quand on leur donne une toute petite poussée. Alors maintenant, imaginez que tous ces niveaux d'énergie que j'ai décrits tout à l'heure sont remplis jusqu'à un certain niveau par les électrons. Tous mes électrons remplissent ces niveaux et tous ces niveaux sont vides. Donc vous voyez qu'il va être impossible d'exciter les électrons avec une petite poussée. Il faudrait franchir cette barrière d'énergie. Cette barrière d'énergie, on l'appelle en français dans le texte la largeur de la bande interdite. En anglais, c'est plus compact, ça s'appelle le gap. Gap, ça veut dire un fossé. Il y a un fossé
ici, entre ce niveau et ce niveau. Et donc, s'il se trouve que tous ces niveaux, jusqu'à un certain endroit, sont remplis par des électrons, eh bien, on aura un isolant. En revanche, imaginez que les électrons ne remplissent que jusqu'ici. Alors, à ce moment-là, ça va être très, très facile. Il suffit de fournir une toute petite énergie pour faire bouger les électrons. On aura donc un métal. Et donc, vous voyez comment, à cause de l'organisation au niveau d'énergie, non pas dans un atome isolé, mais dans une collection d'atomes qui forment ce cristal organisé, eh bien, on va pouvoir avoir soit un métal, soit un isolant. Alors, je vous ai également promis, au début de ce cours, de cette conférence, pardon, pas un cours, grave erreur, je vous ai promis de vous expliquer pourquoi le Capo Rosso avait des roches rouges. Et ça, c'est quelque chose qui arrive ici. Pourquoi est-ce que certains matériaux sont colorés? Pourquoi d'autres sont noirs? Pourquoi, comme le diamant, d'autres sont transparents? C'est également en raison de cette organisation en bande d'énergie. Alors, vous savez probablement tous que le spectre visible de la lumière, c'est une toute petite partie du rayonnement que nous envoie le Soleil. Le Soleil nous envoie des infrarouges, des ultraviolets, etc. Et notre œil humain n'en détecte qu'une toute petite partie. Il détecte une partie qui correspond à des longueurs d'onde qui sont indiquées ici. Donc c'est une toute petite partie. Voilà tout le spectre, pas le spectre solaire, mais tout le spectre des ondes, depuis les rayons gamma jusqu'aux très longues ondes radio. Et à cette échelle, vous voyez que le spectre solaire, le spectre visible par notre œil, c'est ce petit intervalle. Et chacune de ces couleurs correspond à une énergie. Ça, c'est une énergie plus grande, et ça, c'est une énergie moins grande. Le bleu et le violet, c'est une énergie plus grande. Le rouge, c'est une énergie moins grande. On peut décomposer la lumière du spectre solaire dans ses couleurs à travers un prisme, comme vous savez bien. Alors maintenant, imaginons que cette lumière arrive sur mon matériau, qui peut être du diamant, qui peut être du graphène, du graphite, ou qui peut être la roche rouge du Capo Rosso. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en réalité, cette architecture en bande d'énergie agit comme un filtre. Imaginez que cette largeur de la bande interdite soit toute petite, inférieure à l'énergie la plus basse du spectre visible, qui est le rouge. Qu'est-ce qui va se passer? On va envoyer la lumière sur le matériau, et cette lumière étant d'énergie, même dans le rouge, plus forte que cette largeur de la bande interdite, il va être facile à cette lumière d'exciter un électron de cette bande à cette bande. Ça veut dire que toute la lumière qui arrive sur ce matériau va être absorbée par le matériau. Absorbée, ça veut dire qu'on va avoir converti cette énergie lumineuse en une excitation électronique dans le matériau. Et donc rien ne sortira, le matériau sera noir. En revanche, imaginez que cette largeur ici soit très grande. C'est le cas du diamant. À ce moment-là, toute la lumière du spectre visible, même les énergies... Alors, il y a une erreur ici, ça c'est 1,8 électronvolts. Ça, c'est plus grand, hein, c'est 2, quelque chose, 4, ou quelque chose de ce genre. J'ai copié-collé, excusez-moi. Donc, vous voyez que même le violet ne va pas pouvoir, dans ce cas, exciter une excitation électronique, parce que cette largeur va être très grande. Ça veut dire que toute la lumière va passer à travers, le matériau sera transparent. Et donc, on a déjà compris comment la mécanique quantique permettait, si on est capable, évidemment, de caractériser cette structure en bande d'énergie, de comprendre la différence entre le graphite et le diamant. L'un est noir, il absorbe tout, l'autre est transparent, il laisse tout passer. Mais les roches de Piana, elles sont rouges parce que la largeur de la bande interdite du matériau du granit avec ses impuretés qui est dans ces roches se trouve exactement ici. De sorte que toutes ces longueurs d'onde sont transmises, on ne les voit pas, alors que celles-ci sont en partie absorbées, en partie réfléchies, et ce qui nous revient dans l'œil, c'est du rouge et du orange. Donc,
ça fait 39 minutes que je parle de physique quantique, un peu moins parce que je compte même l'introduction de Louis, 35 minutes, et voilà, vous avez déjà compris, ou tout au moins j'ai essayé de vous faire comprendre, que la physique quantique c'était essentiel pour les couleurs du monde qui nous entoure, et pas seulement pour le laser, le transistor, etc. etc. Oui. Moi, je pensais que la couleur était due à la présence d'oxyde de fer. Oui, mais c'est pas faux du tout. Cet oxyde de fer est un matériau dont on peut regarder la structure en niveau d'énergie. C'est un matériau isolant qui a un gap d'énergie autour de 2,1 électronvolts. Et donc, cet oxyde de fer réfléchit et absorbe le rouge et laisse passer tout le reste. Donc, vous avez raison, mais c'est ce matériau oxyde de fer qui a ces propriétés-là. Alors, on peut observer la nature quand on va à Piana, mais on peut aussi vouloir utiliser cette compréhension pour faire de la technologie. Et en 2023, le prix Nobel de chimie a été donné à ces trois personnes ici. Louis Bruce est un professeur à l'Université de Columbia, qui ont compris comment on pouvait changer cette échelle d'énergie, cette largeur de la bande interdite, en fabriquant des tout petits microcristaux dont la taille permettait de régler la largeur de cette bande interdite. C'est ce qu'on appelle des points quantiques, ou des quantum dots en anglais. Et vous voyez que, ici, c'est le même matériau, en fait, qui est dans toutes ces éprouvettes, mais dont on a simplement changé la taille des petites particules. Alors, ces toutes petites particules, qui sont de l'ordre d'un milliardième de mètre, ou si vous voulez d'un, pas que je me trompe, millionième de millimètre, en solution. Et vous voyez qu'on arrive à régler la couleur depuis le rouge jusqu'au vert, en l'occurrence, en réglant la taille de ces petites particules grâce à des techniques de synthèse chimique. Alors ça a plein d'applications. Les quantum dots, vous en avez dans des systèmes d'éclairage, etc., etc. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé d'électrons qui étaient tranquillement au repos, tournant autour de leur atome, ou qu'on mettait en mouvement un tout petit peu en les poussant avec une pile. Et maintenant, je voudrais passer à un peu plus d'activité des électrons. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on les pousse avec cette pile. Comment ils circulent dans le matériau. Alors, vous voyez ici, ce qui a été représenté ici, c'est des sortes de montagnes. Et en fait, ce n'est pas une vue d'artiste, c'est une vraie photo, obtenue en fausse couleur, bien sûr, obtenue par un instrument qu'on appelle le microscope à tunnel à transmission. Et vous voyez ici, chacun de ces pics est en fait un atome, ou plus exactement le nuage qui est autour d'un atome. Donc c'est une vraie photo des atomes, en quelque sorte, qui sont bien périodiquement organisés. C'est une surface de nickel, bien périodiquement organisée, comme dans un beau cristal. Pour ceux qui ne croient pas aux atomes, voilà les atomes. Et maintenant, on va se demander comment un électron se promène dans ce cristal d'atomes. Alors, si vous réfléchissez en termes de mécanique classique, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de se dire, cet électron va se cogner sur ces atomes, comme une petite boule sur d'autres boules de billard. Et donc, finalement, il ne va pas pouvoir parcourir beaucoup plus qu'une distance interatomique entre chaque collision. Il va avoir énormément de collisions sur tous les atomes du réseau. Alors, si c'était vrai, ça, si les électrons se cognaient sur les atomes en rebondissant sur eux comme des boules de billard, je peux vous garantir que vous vous éclaireriez encore à la bougie et qu'on n'aurait pas ce genre de choses. En réalité, dans un fil de cuivre, un électron peut parcourir des distances qui sont 1000 fois, 10 000 fois la distance entre deux atomes avant de rencontrer une nouvelle collision.
comment c'est possible de penser qu'une chose comme ça se produise si on a une vision à la Newton de la mécanique? Forcément, les atomes vont rebondir sur leurs obstacles. Eh bien, ça, c'est un phénomène quantique. Alors, quel est ce phénomène? Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. En réalité, c'est le même phénomène qui permettait à un électron de passer de mon atome d'hydrogène à l'autre atome d'hydrogène pour former une molécule. Tout à l'heure, j'ai dit qu'un électron, c'était à la fois une particule et une onde. Si vous envoyez une particule sur un obstacle, particule classique, un ballon de football sur ce mur, il rebondit. Mais si vous envoyez une onde sur un obstacle qui n'est que de faible épaisseur, cette onde, par exemple, votre paroi de douche, qui est semi-transparente, pour des raisons d'essence, l'onde peut partiellement être réfléchie et elle peut partiellement entrer dans la cabine de douche, ce qu'on appelle une paroi semi-réfléchissante. Eh bien, mon électron, qui est une onde, il va pouvoir faire la même chose. Il va pouvoir passer à travers ce réseau d'atomes, sauter d'un atome à l'autre, comme un passe-muraille. C'est pour ça qu'on appelle ça l'effet tunnel, comme s'il y avait un tunnel à travers l'obstacle. Et vous voyez ici une petite animation qui vous montre une onde. Alors, il faut attendre un peu. Voilà, une onde qui est émise, qui arrive sur cette paroi semi-réfléchissante. Vous voyez qu'il y en a une grosse partie qui est réfléchie, mais il y en a une partie qui est transmise. Et donc, ça veut dire qu'en fait, alors qu'en mécanique classique, un objet de grosse taille ne peut pas traverser un obstacle, en mécanique quantique, un petit électron peut traverser un obstacle si cet obstacle n'est pas trop opaque. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Alors, dans les années 20, il y a un physicien qui s'appelle Félix Bloch qui a compris pourquoi cet effet tunnel, qui était connu à l'époque, depuis peu d'années, permettait aux électrons de circuler sur des si grandes distances dans un cristal. L'idée sous-jacente, c'est qu'on va avoir toute une série d'effets tunnels à travers les différents atomes. Et de la même manière que deux électrons sur mes deux atomes d'hydrogène forment une orbitale délocalisée sur les deux atomes, de la même manière, si j'ai beaucoup d'atomes organisés de manière strictement périodique, eh bien, en fait, le nuage de probabilité va s'étendre sur l'ensemble du système grâce à l'effet tunnel. C'est ce qu'on appelle une onde de Bloch. Et donc, dans un cristal parfait, où il n'y a aucune impureté, aucun défaut, il n'y a aucune réflexion des électrons sur les différents atomes. Ce qui conduit à des collisions, c'est des collisions sur des impuretés et pas sur les atomes eux-mêmes du cristal parfait. Donc on peut illustrer ça ici. Je vais peut-être passer un tout petit peu. Voilà. Ça aussi, c'est une vraie photo de microscopie à effet tunnel. Vous voyez, chaque petit point, c'est un atome. C'est le nuage électronique autour d'un atome. Et vous voyez qu'ici, il y a un défaut, manifestement, dans la structure. C'est assez clair sur la photo. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que par effet tunnel, mon électron va pouvoir se propager comme une onde sans difficulté à travers ce réseau périodique, mais quand il va rencontrer une impureté, il va rebondir. Et donc, vous voyez que les distances parcourues sont beaucoup plus grandes que cette toute petite distance ici. Et donc, la résistance électrique va être beaucoup plus faible que celle que vous auriez imaginée si les électrons se cognaient sur les atomes du système. Alors, Louis a parlé de supraconducteurs. Donc maintenant, on en vient vraiment à des manifestations de la mécanique quantique qui sont encore plus spectaculaires. On a parlé de résistance des matériaux. J'ai dit que quand la résistance était grande, en première approximation, on avait un isolant. Quand la résistance était faible, on avait un métal. En fait, c'est un peu plus subtil. Il faudrait parler de la dépendance en température de cette résistance. Mais passons. Le truc magique, c'est qu'il existe certains matériaux pour lesquels la résistance est exactement nulle. C'est-à-dire qu'un courant électrique peut circuler dans ce matériau sans qu'il y ait aucune dissipation d'énergie, sans que le matériau chauffe par effet Joule,
Vous savez que dans les lignes à haute tension qui transportent l'électricité de la centrale à chez vous, il y a une énorme déperdition d'énergie qui peut être un tiers de l'énergie électrique transportée. Eh bien, si ces câbles étaient des supraconducteurs, ces pertes seraient nulles. Ce serait excellent pour votre facture d'électricité. En tout cas, ça serait excellent pour le transport, l'électricité. Et ça a d'autres applications, comme vous allez le voir. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un supraconducteur? C'est un matériau dans lequel, quand on regarde la résistance du matériau en fonction de la température, tout à coup, à une certaine température bien particulière, la résistance tombe à zéro et reste nulle en dessus de cette température, dite température critique. Elle n'est pas toute petite, la résistance, elle est nulle. Le fait d'avoir comme ça un conducteur qui, en dessous d'une certaine température, a une résistance nulle, ce n'est pas la seule propriété des supraconducteurs. Les supraconducteurs ont une autre propriété dont les conséquences sont illustrées ici par ce petit film. Ce qu'on voit ici, c'est une petite pastille de supraconducteur qui est en lévitation au-dessus d'un aimant. Alors je vais vous montrer pourquoi ça marche, ça, parce qu'en fait, un supraconducteur a la propriété d'expulser le champ magnétique de l'intérieur du matériau. Je vais y venir dans un instant, mais d'abord je voudrais vous dire que la physique c'est compliqué. Le phénomène de supraconductivité, c'est quelque chose qui a été découvert en 1911 par ces deux personnes ici, Kamerlingh Onnes en particulier, qui a reçu le prix Nobel pour cette découverte. Les gens se battaient pour savoir qu'est-ce qui allait se passer quand on allait refroidir les conducteurs à très très basse température. Est-ce que la résistivité allait remonter? Est-ce que la résistivité allait saturer? Est-ce qu'elle allait s'annuler? Il y avait différentes hypothèses qui sont illustrées ici. Et en réalité, ce que Kamerlingh Onnes et Holst ont trouvé, c'est que la résistance s'annulait. Personne n'y avait pensé. 1911, il a fallu attendre 1957 pour que ces trois personnages ici, John Bardeen, Cooper et Schrieffer, proposent une explication théorique de ce phénomène qui était également ancré dans des décennies d'observations expérimentales qui permettent d'expliquer ce phénomène. Entre parenthèses, John Bardeen est aussi un des physiciens qui a eu un rôle déterminant dans l'invention du transistor et un des rares scientifiques qui a obtenu 2 prix Nobel. Un pour l'invention du transistor et un pour cette théorie qu'on appelle la théorie BCS à partir des initiales de ses auteurs. Alors, quelles sont les applications possibles de la supraconductivité et pourquoi est-ce que tous nos câbles ne sont pas des câbles supraconducteurs? Eh bien, parce que cette fameuse température critique en dessous de laquelle la résistance s'annule est typiquement très faible dans la plupart des matériaux. Elle est, dans le cas de la découverte originale, qui est le mercure, elle est de l'ordre de 4 degrés, mais pas 4 degrés Celsius, 4 degrés au-dessus du zéro absolu. Le zéro absolu, c'est moins 273 degrés Celsius. Donc il faut refroidir le mercure, en l'occurrence, jusqu'à une température extrêmement faible, avec une technique qui est en fait ce qu'avait développé Kamerlingh Onnes, qui est de l'hélium liquide, qui est un gaz très cher, qui a la propriété de rester liquide et donc de pouvoir servir de liquide réfrigérant jusqu'à très très basse température. Et 1 litre d'hélium, ça coûte extrêmement cher. Et c'est pour ça que la plupart des métaux habituels ne sont pas des supraconducteurs d'intérêt technologique, parce que ça coûterait trop cher de les refroidir pour des applications du type transport d'électricité. L'autre propriété des supraconducteurs, elle est illustrée ici. Elle est le fait que non seulement ce sont des conducteurs parfaits, mais ce sont également des matériaux qui, quand on les soumet à un champ magnétique, expulsent le champ magnétique de leur intérieur. Et ça produit une force, qui est une force de lévitation. Et ce que vous allez voir sur ce petit film, qui est tiré du réseau suisse MANEP, c'est la chose suivante. Ici, vous avez un rail formé d'aimants
Ce sont des très forts aimants fabriqués en Chine d'ailleurs, avec des terres rares sur lesquelles il y a actuellement un embargo. Ça, c'est une parenthèse. Et vous avez ici le préparateur qui est en train d'introduire de l'azote liquide, en l'occurrence pas de l'hélium liquide, de l'azote liquide dans un petit godet qui contient un supraconducteur. Alors vous voyez, c'est beaucoup plus chaud ça, c'est moins 196. Et ce petit godet qui contient ce supraconducteur et qui est très froid est en lévitation au-dessous de ce rail d'aimant. En fait, on pourrait faire passer une feuille de papier entre le supraconducteur et le rail. Il est vraiment en lévitation et il est piégé au-dessus de ce rail magnétique. Voilà, vous voyez ici ce petit supraconducteur qui lévite au-dessus de ces aimants. Alors ça a évidemment des applications potentielles. J'ai entendu le mot train dans l'auditoire, et effectivement, la navette qui vous conduit, si jamais vous y êtes allé, ou vous irez de l'aéroport de Shanghai à Shanghai, est un train à lévitation magnétique qui vole au-dessus de ces rails, tout en étant bien piégé par le confinement du champ magnétique, et qui vous permet évidemment d'aller très vite sans friction, ou presque sans friction, d'un point à un autre. Mais il y a d'autres applications des supraconducteurs qui sont des applications technologiques en usage quasi quotidien et auxquelles vous avez peut-être été malheureusement confrontés. Ça, c'est un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Peut-être certains d'entre vous, c'est mon cas par exemple, sont déjà entrés dans ce genre d'engin. Et ici, dans cet anneau, dans ce tore qui est là, circule un courant qui est un courant qui passe dans un matériau supraconducteur. En fait, cet objet, ce gros placard, est chargé en courant électrique en usine, et ce courant tourne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tant qu'on abonde ce système en liquide réfrigérant pour le maintenir en dessous de la température critique. De temps en temps, il faut réparer le système, le recharger, etc. Mais ce courant peut tourner sans résistance sur des durées extrêmement longues. Et en tournant, ce courant produit un champ magnétique qui vous permet de faire l'imagerie des parties du corps concernées dans cet appareil. Donc, train à lévitation magnétique, imagerie médicale à base d'IRM. Ici, c'est un exemple de câble supraconducteur, parce qu'on sait quand même faire des câbles qui transportent l'électricité sans résistance avec des supraconducteurs, mais ils coûtent très cher, il faut les refroidir, et c'est pour ça que ce n'est pas une application de très grande échelle qui est dans toutes nos lignes à haute tension. Ici, c'est l'accélérateur de particules du CERN qui utilise aussi des aimants supraconducteurs pour créer les champs magnétiques qui propagent les particules. Alors voilà un petit graphe historique qui vous montre plein de matériaux supraconducteurs. Ça, c'est les formules chimiques de tous ces matériaux, d'où le rôle de la chimie et de l'élaboration des matériaux que Louis signalait tout à l'heure, avec la température critique de ce matériau en degrés Kelvin, donc mesurée au-dessus du zéro absolu, en fonction de l'année de découverte. Donc ça commence en 1911 avec le mercure, Kamerlingh-Onnes, 4 degrés Kelvin, 4 degrés au-dessus du zéro absolu. Et puis ensuite, dans les années 50, on se met à découvrir ces matériaux-là, qui sont encore ceux qui sont couramment utilisés, par exemple, dans les appareils d'IRM médical. Vous voyez qu'il faut encore les refroidir à l'hélium liquide, parce que c'est 20 degrés Kelvin ou 15 degrés Kelvin, quelque chose comme ça. Et puis en 1986, qui doit être à peu près ici, se produit une véritable révolution qui est ça. Vous voyez qu'ici, tout à coup, des physiciens suisses découvrent ce matériau qui tout à coup a une température critique bien plus grande que tous ceux qui étaient prévus précédemment. Et en quelques mois, très très rapidement, il y a toute cette famille qui sont tous des oxydes de cuivre qui franchissent une barrière extrêmement importante, une barrière qui est celle de l'hélium liquide versus l'azote liquide. On peut maintenant refroidir ces supraconducteurs avec de l'azote. La différence entre le coût d'un litre d'hélium et d'un coût d'un litre d'azote liquide, c'est en gros 1 litre de whisky versus 1 litre d'eau minérale, je crois, à peu près. Enfin.
Et donc, ça coûte beaucoup moins cher et c'est surtout beaucoup plus facile au laboratoire. Mais la course ne s'arrête pas là. En 2008, par exemple, un physicien japonais, Hosono, découvre une nouvelle famille de supraconducteurs qui ont aussi des températures critiques assez élevées. Et ce physicien, et très rapidement, ses collègues chinois en découvrent d'autres, comme celui-ci par exemple, qui a une température critique encore plus élevée. Ce physicien Hosono, en fait, il ne cherchait pas des supraconducteurs, il cherchait des métaux transparents, comme ceux que vous avez sur l'écran de votre téléphone portable. Mais en cherchant à élaborer des métaux transparents, il découvre des supraconducteurs. Et ça, très souvent, ça arrive dans la recherche scientifique, la capacité à découvrir quelque chose de très intéressant alors qu'on cherche autre chose. Les anglo-saxons ont un très beau nom pour ça, ils appellent ça serendipity. Et puis, encore plus récemment, ces matériaux ici, alors vous connaissez peut-être ce matériau-là. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît ce matériau? H2S. Ça pue? Oui, quelqu'un a dit ça pue, voilà. Donc H2S, c'est un gaz qui se retrouve dans différentes fonctions organiques que je ne décrirai pas, mais en particulier dans l'œuf pourri. Si vous faites pourrir un œuf, ça dégage de H2S, du sulfure d'hydrogène, qui sont très mauvais. Si vous comprimez ce gaz dans une cellule de très très haute pression, il devient solide, à très haute pression. Et il se trouve que ce solide, et c'est une découverte très récente, vous voyez, il s'agit des... Je n'ai pas la date exacte, mais c'est autour de 2015. Sous cette très haute pression, ce solide H2S devient un supraconducteur qui bat ces supraconducteurs à oxyde de cuivre. Vous voyez qu'ici, on n'est pas tout à fait à la température ambiante, il nous manque encore 100 degrés, mais 200 degrés Kelvin. Et de nouveau, très rapidement, beaucoup de chercheurs s'intéressent au problème et trouvent de nouveaux matériaux un peu du même type, un peu plus compliqués, qui sont presque supraconducteurs à la température ambiante, mais pas encore tout à fait à la température ambiante, mais sous très haute pression. Alors vous voyez qu'un des points communs de tous ces matériaux, c'est qu'ils contiennent tous de l'hydrogène. L'hydrogène est un élément très léger, et c'est effectivement une prédiction de la théorie BCS de nous dire, si vous utilisez un élément léger, vous allez avoir une température critique plus élevée. Et c'est ça qui a orienté la recherche vers la recherche de ces matériaux à base d'hydrogène. Bon, alors j'ai parlé beaucoup trop longtemps, donc je vais très bientôt m'arrêter. Je voudrais simplement vous dire qu'en réalité, dans ce domaine, qui est notre domaine, l'étude de la physique quantique des matériaux, on peut dire que d'une certaine manière, on n'a pas à opposer les motivations fondamentales. Comprendre comment les électrons tournent autour d'un atome, c'est très fondamental, et les enjeux appliqués. En fait, de ces découvertes fondamentales naissent des applications technologiques, et de ces applications technologiques naissent des interactions fondamentales. Et c'est pour ça que si on veut faire des technologies nouvelles, il faut faire de la recherche fondamentale. Ça, c'est extrêmement important de comprendre ça, et surtout de le faire comprendre à certains politiques qui ont tendance à penser qu'on peut faire de la recherche finalisée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire « cherchez ça et vous trouverez ça ». Mais on a vu tout à l'heure que Hosono cherchait des métaux transparents et a découvert des supraconducteurs. En l'occurrence, je pense que les métaux transparents étaient peut-être plus utiles technologiquement, mais ça, c'est autre chose. Donc on peut se situer quelque part ici. Vous voyez, ici, c'est une sorte de plan symbolique dans lequel il y a les motivations fondamentales et les enjeux appliqués. Et on n'a pas besoin de dire si on est là ou là, on peut être quelque part dans ce plan où on fait des choses à la fois fondamentales et appliquées. Et un très bon exemple de scientifique qui avait cette attitude, c'est Louis Pasteur, qui ne faisait pas de la mécanique quantique, ou tout au moins en faisait peut-être sans le savoir, mais qui était très fortement motivé par des enjeux appliqués, tout en faisant des découvertes fondamentales. Alors, je crois que je vais m'arrêter sur ces bonnes paroles. Comme l'a signalé Louis, les trois forces motrices de notre domaine, donc de cette étude qui va de l'échelle atomique jusqu'à notre échelle, c'est la synthèse et l'élaboration de nouveaux matériaux, donc la chimie des matériaux. Les chimistes nous fournissent constamment des nouveaux exemples de matériaux synthétisés au laboratoire.
l'étude expérimentale de leurs propriétés avec le développement de nouveaux instruments. Je n'ai pas beaucoup élaboré là-dessus, mais je vous ai montré des images de ces microscopies à effet tunnel qui permettent de voir les atomes un par un dans un solide. Et puis quand même aussi la théorie qui permet une compréhension fondamentale des phénomènes sur lesquels reposent d'éventuelles applications. Voilà, je crois que j'ai parlé assez longtemps. Je voulais vous raconter beaucoup d'autres choses, en particulier pour ceux ou celles que ça intéresse. Je voulais vous parler de notre capacité à calculer et prédire les propriétés des matériaux par la simulation numérique, mais on peut le faire sous forme de questions.